Très bien. Bien, eh bien, merci Margot pour le rappel et on passe à la dernière présentation de l'après-midi avec Giovanni Cavini d'Egis. Alors là, on va ouvrir un petit peu le panel. Ça va être une application de l'IA liée au viaduc de Bardonnay. Donc, on va Pas peut-être de côté par rapport au risque pas de côté naturel. par rapport au risque gravitaire, mais tout aussi intéressant et restant dans le domaine de la géotechnique et du génie civil. Tout à fait. Et prendre la suite de ce débat philosophique qu'on vient de faire. Donc, moi, je vais vous présenter une application de l'IA sur le suivi et les prédictions donc, du comportement d'un ouvrage génie civil. Rapidement, même si le sommaire est long, un petit contexte, la présentation de l'ouvrage, le réseau de neurones, les choix des données que nous avons faits, les critères de vérification qui concernent plutôt la sécurité de l'ouvrage, l'analyse des prédictions qui ont été faites par algorithme et quelques conclusions et perspectives. Donc le contexte, ça a été, le projet était une collaboration avec entre GIS et la société APMB pour analyser les données du suivi du viaduc de Bardonex, qui est un viaduc qui est suivi depuis 1991, pour essayer d'avoir une prédiction du comportement de l'ouvrage dans le temps. Donc l'ouvrage, c'est un viaduc se situe sur l'autoroute A41, juste avant la frontière suisse, qui est construit dans une ancienne gravière qui a été exploitée à l'époque par la Suisse, terrain retrocédé à la France, et remblayé sur environ 15 mètres d'épaisseur, ce qui explique que les piles P3, P4, P5 sont doubles Est-Ouest, sont construites avec des viroles autour de piles pour prendre en compte les tassements du terrain. L'idée, c'était voilà. À la base, c'était de construire le viaduc et remblayer ensuite la gravière jusqu'au niveau du terrain initial en montant, en construisant des viroles autour des trois piles. Donc, pour le suivi de l'ouvrage, déjà, les piles qui se trouvent dans la gravière ont été instrumentées est-ouest par des extensomètres en forage sous la pile en fondation, des extensomètres multipoints pour mesurer les tassements à différents niveaux, des cellules de pression totale sous la fondation de la pile, des cellules de pression totale aussi sur le côté de la pile et une mesure de la charge au niveau hop, des appuis Reston qui se trouvent ici sur chaque pile, qui sont en forme de diapason. Ce suivi a été complété par évidemment, je dirais, un suivi topographique au niveau des tabliers et des culées et au niveau des culées sous le tablier, des piles et des viroles. Petite synthèse, donc il y a un suivi de 12 appuis Reston par cellule de charge. Il y a 12 cellules de pression totale sous la fondation de trois piles. 12 sur les côtés des piles, 3 extensomètres un par pile, et un total de 128 points topographiques suivis. On a constaté, donc en analysant les données, que aux appuis Reston, on a eu une dérive assez rapide des appareils de mesure. La charge nominale par appui était de 3146 tonnes. 6 ans après, on mesurait 2800 tonnes par appui, en gros. Et par contre, les autres mesures ne corroboraient pas, ne donnaient pas de classement. Donc, on a conclu plutôt à une dérive des appareils de mesure. Les mesures des cellules de pression étaient assez stables et les extensomètres aussi, même si parfois on a perdu des points de mesure. Les suivis topographiques, ben, en 2002, on a remplacé un suivi de la verticalité des piles dans la gravière par des mini-prises. En 2015, il y a eu une modification des repères topographiques avec l'objectif d'améliorer le suivi, mais par la suite, ça nous aura posé quelques petits problèmes quand même. Le réseau de neurones, j'ai mis une définition, mais tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, je fais l'impasse, hein. On avait, à l'origine du projet, on voulait partir avec un algorithme existant qu'on avait, basé sur un modèle plutôt HST, qui est plutôt axé barrage, qui avait été modifié pour faire une analyse sur un tunnel de chamoise. Mais on s'est vite aperçu qu'on ne pouvait pas avoir une estimation de la fiabilité des données, qui était un problème, et qu'il y avait un nombre limité de bibliothèques.
Et donc, on a choisi de créer un nouveau algorithme en passant plutôt sur le langage Python. Il y avait des bibliothèques qui nous permettaient voilà, d'appliquer des méthodes de régression plus appropriées à notre cas. Donc voilà, données existantes, digérées par le modèle avec des prédictions sorties. Donc, je suis pas un spécialiste de l'IA, donc je vais passer un petit peu les étapes qu'on a fait avec notre département digital. Donc on a importé les données de mesure avec une suppression manuelle des données non pertinentes pour éliminer le bruit pour les prédictions. Ensuite, ben, on a recherché les modèles de régression qui étaient le plus appropriés pour chaque jeu de données. Donc, soit polynomial et logarithmique, c'est les deux modèles de régression qu'on a appliqués. Les bibliothèques utilisées dans Python nous ont permis d'évaluer la fiabilité des données. Donc, pour 80% des données, on a eu une précision de 90%, 15% entre 70 et 90, et 5%, bah, pas de fiabilité. C'est des données qu'on a écartées. Toujours dans les bibliothèques dans Python, ils nous ont évalué le coefficient de précision, qui ensuite a été appliqué sur nos jeux de données, et on a calculé donc les données prédictives du comportement de l'ouvrage. Et en fonction du taux de fiabilité, on s'est arrêté soit en 2036, soit en 2050. On a été un peu vaste. Ensuite, on a implémenté les données calculées, les prédictions aux, euh, aux données existantes. On s'est remis l'échelle de base temporelle et on a intégré ensuite les prédictions aux analyses des données existantes. Donc là, par exemple, c'est un extensomètre. On voit bien qu'il y a le capteur C2 qui a une dérive, mais les autres capteurs sont mesurants et assez fiables. Pour le choix de données, ben, ça a déjà été dit et redit, il faut un important volume de données. Le viaduc est suivi depuis 90, mais avec une mesure annuelle, donc ça fait vraiment pas beaucoup de données, une trentaine d'années. Donc on a choisi d'utiliser toutes les données disponibles, même celles qu'on n'a pas exploitées ensuite pour les prédictions. Donc on était plutôt sur un algorithme. L'ambition était du deep learning, un peu automatique, mais on s'est rabattu sur le machine learning avec une intervention humaine. Les résultats, donc ça, c'est l'exploitation des mesures topographiques par l'intelligence artificielle, je dirais. Donc vous pouvez remarquer ici les trois séries de données qui décrochent. C'est donc lors du changement de repère pour améliorer le suivi topographique. Pendant 3 ans, ça n'a pas été vraiment une réussite. Donc, pour les données topographiques, eh ben, on a fait 3 itérations. On a fait des prédictions sur l'ensemble des données. On a fait des prédictions sur l'ensemble des données, sauf la période 2014-2017 où les données, on les a placées un peu aberrants. Et on a fait une prédiction en utilisant uniquement les données avant 2014. Voilà le résultat. Donc ici, c'est avec l'ensemble de données. On voit bien que le décrochement de 2014 à 2017, la prédiction jusqu'en 2055 plonge assez rapidement. Donc, le seuil de tassement à définir la construction était 3 cm, donc il se retrouvait par là. Si la deuxième itération sans les données de l'intervalle 2014-2017, elles sont un peu meilleures, évidemment, hein. Et si on enlève, si on s'arrête dans les données, dans les mesures ici en 2014, la prédiction est assez linéaire, optimiste. Euh, les appuis Reston, je vous ai dit donc qu'il y avait une dérive des mesures, mais vu la quantité et le volume de données, on a choisi de les utiliser uniquement comme entraînement de l'algorithme. Et pour les tensiomètres en forage, eh ben, les prédictions restaient assez fiables comme les mesures. Le CPT aussi, c'est une pression totale. Donc, lors de la construction de l'ouvrage, il y a 3 critères qui avaient été définis pour la stabilité et la sécurité. Donc, un tassement limité à 2 cm, plus ou moins 1 cm pour les piles dans la gravière, P3, P4, P5, Est-Ouest, le fil. Un tassement absolu d'un appui supérieur à 3 cm et un tassement différentiel entre deux appuis de 2 cm. Donc, on a vérifié ces critères avec les données des prédictions.
Donc, le premier critère, on a analysé les données topographiques, le suivi topo des piles. Et donc, en choisissant la deuxième itération, donc celle sans l'intervalle des mesures, et on s'aperçoit voilà, qu'en fait, la limite de 2,5 cm de tassement serait atteinte en 2032 pour la pile P3Est, en sachant que la limite qui requiert une intervention de besoin d'entretien de renouvellement serait atteinte en 2038, et pour la pile P3 Ouest, ben, 2040-2044. Le deuxième critère, le tassement absolu sur un appui, on l'a vérifié avec les données des extensomètres multipoints, donc de 3 cm, et on n'atteint pas, donc 2033, c'est assez linéaire, donc ce critère serait vérifié. Et le troisième critère, tassement différentiel entre deux appuis consécutifs, on a reconstitué un petit peu artificiellement des profils en long entre les piles, des profils, quatre profils, donc quatre séries comme les couleurs, pour analyser avec les données topographiques les tassements différentiels. Cette analyse donc, nous a amené à dépasser le seuil sur la pile P5 Ouest et la P6 et ces deux piles-là, mais à horizon 2051. Donc, en synthèse, sur les trois critères, on a un dépassement pour le premier critère sur une pile. On n'a pas de dépassement du deuxième critère du tassement absolu de 3 cm. Et on a une valeur qui dépasse le seuil de 2 cm pour le troisième critère. Mais bon, on a estimé que la position de cible étant dans des faces opposées, voilà, c'était plus un artefact. Quelques conclusions. Donc, ben, même ayant un suivi annuel depuis 91, avec une mesure par an, il n'y a pas assez de données en fait pour appréhender vraiment le comportement de l'orage. On a trouvé que c'était un bon choix de changer d'algorithme pour aller plutôt sur un algorithme IA de type Python avec une estimation de la fiabilité des données. On a eu la nécessité de faire 3 itérations pour les données topographiques pour essayer de trouver le modèle qui correspondrait plus au comportement de l'ouvrage. Et donc, en analysant les critères, en théorie, il n'y aurait pas d'intervention aux entretiens de renouvellement avant 2032. Et en considérant que c'est sur un seul point topographique, finalement, on considère qu'il faudrait, par exemple, pour la topographie, intégrer d'autres analyses de comportement de l'ouvrage, par exemple avec l'interférométrie, qui nous permettrait de remonter dans le temps et de valider un petit peu les mesures topographiques. Donc, quelques perspectives pour, je dirais, le suivi des orages génie civil. L'utilisation d'IA a forcément conditionné une étude de faisabilité, le nombre de données, la qualité, la fiabilité. Et bon, c'était le conseil qu'on donnait un petit peu au maître d'ouvrage, que maintenant, dans les plans de surveillance, il faut quand même automatiser le suivi, avoir un volume important de données, parce que dans le futur, ces techniques d'intelligence artificielle seront de plus en plus utilisées pour la prédiction du comportement de l'ouvrage et à utiliser en complément d'autres technologies comme l'interférométrie. Merci. Je suis rapide. Ah ben là, c'était du sprint. Très bien, merci infiniment. Allez, quelques minutes pour peut-être poser quelques questions avant de basculer sur le temps de travail collectif. Rassure-le. Des questions sur, en général, l'exposé, peut-être un sujet géotechnique, oui, au fond. Cette partie que sur les données d'instrumentation, il y a des paramètres extérieurs. Alors, uniquement les données d'instrumentation. Et de toute façon, il y a pas de mer dans le temps, mais pourquoi avoir besoin de passer par l'IA et pas sur une législation sur les. On est passé par l'IA pour avoir une prédiction des mesures. Et là, actuellement, donc, comme ce projet, on l'a fait il y a 2 ans, on compare maintenant les mesures qu'on fait chaque année aux prédictions. Et on estime quand même, on trouve qu'il y a des écarts, même 2 ans après, entre les mesures terrain et les mesures IA. Et justement, dans ces conditions, alors, si vous essayez de. Parlez suffisamment fort. Ah, je suis un peu sourd en plus. Une parallèle, cette exécution manuelle par rapport aux les données que vous avez. C'est aussi, finalement,
simplement en prolongeant les cours de données, est-ce qu'il y avait réellement un écart par rapport à ce qu'il y a dedans? Ça dépend des données. On a constaté, par exemple, sur les extensomètres multipoints, et certaines données, on aurait pu les prolonger manuellement de façon assez linéaire. À un moment donné, commencer à plonger un peu. Donc après, nous, on n'a pas trop d'explications sur le fonctionnement de l'algorithme. Mais, ouais. On sait que c'est quand même un ouvrage qui est suivi depuis 1991. Donc, parfois, il y a des dérives dans les appareils. Ça nous est déjà arrivé de plus mesurer des capteurs et 2 ans après, les capteurs, on pouvait faire les mesures. Donc, comme ils sont enterrés en plus depuis, voilà, on peut faire que des hypothèses. Est-ce que la fixation est sur les mesures qui sont engagées? Par exemple, les mesures topographiques, je pense que là, on essaie de les faire toujours à la même période pour éviter d'avoir des conseils mesures annuels, avoir des écarts dus par exemple à la température, en sachant que les prismes de topographie qui sont implantés soit sur une face est, soit ouest, sud, on a quand même une interférence, je dirais, sur la température qu'on ne prend pas en compte même. Dernière question. Oui, bien sûr. Nous, c'est ce qu'on aurait souhaité. On aurait souhaité implémenter des données INSAR à l'étude, notamment pour comparer les mesures topographiques. Après, ce n'était pas la priorité du maître d'ouvrage. Après, on pourrait ajouter dans le prochain. Oui, tout à fait. Ça raconte de sécurité par rapport aux sur les données. Oui, en effet, c'est un peu Très bien. Eh ben, écoutez, merci encore. Merci.